Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 7 octobre 2017. Mimi Mufo, bonsoar. Bonsoir, vous Nadine Yambuto at televiewers. Good evening. We thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us in this edition of the Bilingual Newscast. On Equinox Television tonight, despite repeated calls for the United Nations, actors of the civil society, human rights activists, and also the National Episcopal Conference for Security Forces to stop violence in the two English-speaking regions of the country, men in uniform have continued invading homes and arresting several youths in some localities in the northwest and southwest regions of the country. We take you to a corner 1 week after the brutal confrontation between security forces and local inhabitants. Our correspondent on the ground, Derek Jato, is going to be telling us the story of the 93-year-old woman who was brutalized in this edition of the news. Also in this newscast, we take you to Marwa in the far north region of the country to tell you how many pupils are studying sitting on bare floor to receive their lessons. À la une de ce journal crise anglophone, les évêques du Cameroun condamnent les violences enregistrées le 1er octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Face à la montée en puissance des messages sécessionnistes, la conférence épiscopale dans un communiqué appelle urgemment au dialogue. Et puis en sport, malgré leur élimination à la Coupe du Monde de Russie 2018, les Lions indomptables du Cameroun ont offert un beau spectacle ce samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les poulons de Hugo Bros ont battu la Fennec d'Algérie sur le score de 2-0. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la crise sociopolitique qui secoue toute la République préoccupe également le clergé. La conférence épiscopale nationale dont appelle urgemment au dialogue au regard de la nature des revendications des violences meurtrières enregistrées le 1er octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les évêques se disent inquiets face à la situation qui prévaut dans ces régions anglophones. Dans un communiqué ayant sanctionné une réunion des membres du Conseil permanent, ils ont condamné avec force la barbarie et l'usage irresponsable d'armes à feu contre des civils non armés par les forces de défense et de sécurité. L'Église catholique appelle le gouvernement à libérer toutes les personnes encore incarcérés dans le cadre de cette crise anglophone. Dans la foulée, la conférence épiscopale que dirige Monseigneur Samuel Kida annonce que toutes les paroisses du Cameroun célébreront une messe le 14 octobre prochain pour tous les Camerounais en la mémoire des défunts victimes des violences, également pour l'unité et la paix au Cameroun en communion avec les évêques et fidèles de la province ecclésiastique de Bamenda. Autre actualité dans ce journal, plusieurs ménages sont sans électricité depuis hier soir au quartier Kolmitak. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, comme vous le voyez en image. À l'origine de cette rupture, la chute d'un poteau électrique qui a endommagé la ligne. Depuis l'incident, des câbles électriques traînent à même le sol et même dans une mare d'eau. Ces installations qui auraient donc électrocuté un enfant. Ce dernier a été conduit à l'hôpital. Il a immédiatement été pris en charge et son pronostic vital n'est pas engagé selon des médecins. Écoutons à présent cette réaction d'un habitant du quartier Kolmitak au micro d'Equinox Télévision. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'est un triste visage du Cameroun qui inquiète du côté de Marwa dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plus de 1000 élèves suivent les cours à même le sol à l'école publique de Zokok depuis le début de l'année scolaire. Et même les bancs, la centaine de tables bancs offerts à cette école par la mairie de Marwa 2e est loin de résoudre le problème. Amadou Daïrou et Sylvestre Hippolyte Zangao. Ce n'est pas du tout un jeu. Ces enfants sont bel et bien des élèves assis à même le sol pour suivre leurs cours. Nous sommes ici à l'école publique de Zokok, dans la ville de Marwa, à l'extrême nord Cameroun. Depuis le début de l'année scolaire, l'école ne dispose que de 13 tables bancs pour 1500 élèves. Créée en 1957, l'école publique de Zokok, aujourd'hui presque abandonnée,
a pourtant forgé plusieurs hauts commis de l'État. La directrice de l'établissement scolaire, soucieuse du bien-être de ses élèves, s'est mise à crier auprès des autorités de la ville jusqu'à être finalement écoutée. Ainsi, sous insistance du sous-préfet de l'arrondissement de Marois 2e, la mairie a choisi d'offrir une centaine de tables bancs à cette école publique. On a constaté lors de la rentrée scolaire que cet établissement a un manque criard de tables bancs. Alors on s'est concerté avec le conseil pour venir promptement aux besoins de l'établissement en octroyant ce matin-là 100 tables bancs à cette école. Un appui largement insuffisant, puisque 1387 élèves vont rester assis à même le sol. Au début de l'année, tous nos élèves étaient assis à même le sol. Et nous disons merci à monsieur le maire, merci à monsieur le sous-préfet qui a secoué pour que nous ayons ces tables bancs. Et qui dit merci, demande encore. Donc l'école de Zokok a 1500 élèves. Et je crois que toutes les élites de Marois sont passées par l'école de Zokok. Face à cette situation, les parents d'élèves s'interrogent sur le mutisme du ministre de l'Éducation de base, parfaitement informé. Et dans le département du Mungo, l'enclavement du village Ndoku freine considérablement l'activité économique dans cette localité essentiellement agricole. Les populations broient du noir au quotidien, difficile d'écouler les marchandises vers le centre-ville. Le reportage de Jacquino Molon et de Kate Diarra. Bienvenue dans le village Ndoku, localité située à près de 15 km du village Melon dans le département du Mungo. Ici, l'agriculture est la principale activité des riverains. Et quoique de subsistance, il leur arrive de temps à autre d'envoyer leurs produits hors du village afin de subvenir à leurs besoins. Pourtant, la qualité de la route leur crée bien de difficultés. Les voitures ne peuvent pas arriver régulièrement chez nous. Une femme enceinte que ça ne va pas, que la femme va accoucher à Melon, la femme va accoucher à route avant qu'elle arrive à Melon. Difficultés exacerbées par la saison de pluie et de récolte. Résultat des courses, leurs produits sont achetés en deçà de leur valeur marchande. Il y a un bourbier qui ne permet même pas aux acheteurs qui veulent bien acheter de vaquer leurs produits vers la ville. Ce qui les pousse à acheter des produits très moins chers. Et puis on n'a que nos yeux pour pleurer. Au sujet de la réfection du tronçon routier Mbangem-Melon, principal sujet de leur souffrance, le maire décline la responsabilité de sa mairie. D'ailleurs, dit-il, l'insuffisance des moyens constitue pour eux un fort handicap. Nous, la mairie, on a nos petits moyens très limités. Mais à cette grande saison pluvieuse, qu'est-ce qu'on peut faire? Du côté de la population, on se tourne vers les autorités gouvernementales dans l'espoir d'obtenir une solution. Alors nous voudrions bien que l'État nous vienne en aide pour que cette route qui s'est arrêtée dans le village voisin puisse continuer dans l'autre village pour qu'on puisse évacuer nos produits. En attendant l'arrivée de ces solutions, vivre en Ndoku n'est pas tous les jours aisé. COP 23, l'Afrique centrale se prépare. Un atelier sous-régional s'est ouvert ce samedi à Douala avec pour objectif d'outiller les participants sur les nouvelles techniques de lutte contre les changements climatiques. François Dikoumé donna la Nouzoa. Selon les estimations tirées de la revue scientifique internationale Science, l'Afrique australe et l'Asie du Sud seront les deux régions du monde dont les productions agricoles, par exemple, vont être les plus affectées par les changements climatiques d'ici 2030. Tout en étant de nature environnementale, les changements climatiques ont des répercussions sur les problèmes mondiaux tels la pauvreté, le développement économique, la croissance démographique, la sécurité alimentaire, le développement durable et la gestion durable des ressources et des aires protégées. Pour lutter contre ces changements climatiques qui comportent des conséquences sur toutes les sphères de l'existence, il convient d'élaborer des outils de lutte à mettre à la disposition des acteurs et autres points focaux. Nous voulons renforcer leur capacité sur les nouveaux concepts de RED+, de nouveaux concepts concernant la conservation de la biodiversité. Nous voulons également les préparer pour leur participation à la 23e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
La mise en place d'un cadre stratégique à même de minimiser les répercussions des changements climatiques sur le quotidien des populations n'est pas à exclure. Je pense qu'il est important que la jeunesse du bassin du Congo puisse s'approprier ces processus, puisse aussi au niveau local permettre à nos grands-parents, à nos mamans, à nos chefs traditionnels, à nos communautés de comprendre ce qu'il est. Formés sur les nouveaux concepts en lien avec la lutte contre les changements climatiques et la conservation de la biodiversité, prépare la participation de l'Afrique à la COP 23. On parle de toute autre chose à présent. La société civile vole au secours du gouvernement pour la mise en œuvre de la couverture universelle au Cameroun. Un atelier s'est ouvert à cet effet hier du côté de Yaoundé. Les organisateurs exigent entre autres que l'État rende compte des fonds mis à sa disposition pour supporter la couverture santé universelle. Compte rendu Joël Sengue à Cyril. Se soigner lorsqu'ils sont malades est devenu un véritable luxe pour de nombreux Camerounais dont le pouvoir d'achat est considérablement faible. La couverture santé universelle apparaît dans ce cas comme le moyen le plus efficace pour garantir un égal accès aux soins de santé à tous les citoyens. C'est le fait pour un individu de pouvoir accéder, de pouvoir bénéficier des soins de santé sans que cela ne puisse l'appauvrir. Donc il est question pour chaque citoyen de pouvoir avoir droit déjà à la santé, mais que cet accès-là ne puisse pas avoir un impact disons, sur sa situation financière. Face aux carences présentées par les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, la société civile a son mot à dire. Un atelier a été organisé dans ce sens à Yaoundé. Je souhaiterais déjà que les organisations de la société civile déjà puissent vraiment s'impliquer en ce qui concerne cette problématique d'accès à la couverture sanitaire comme nous, mais également que des stratégies puissent être mises en place et que les recommandations qui pourront sortir de cet atelier puissent également être prises en compte par le ministère de la Santé publique. La question des fonds mis à la disposition des pouvoirs publics par les organisations de la société civile est également préoccupante. Qu'ils rendent compte des fonds qu'ils vont recevoir, qu'ils rendent compte, qu'ils impliquent la société civile dans la mise en œuvre des activités particulières. Il y a des zones difficiles d'accès, il y a des populations déplacées, il y a des activités de proximité que la société civile est plus à même de mener. Garantir la santé des citoyens participe des missions régaliennes de l'État. Mais la léthargie observée dans le domaine pousse la société civile à s'organiser pour apporter sa contribution en ce qui concerne notamment la couverture santé universelle. On parle politique à présent. Le secrétaire général du comité central du RDPC était sur le site de l'accident ferroviaire des ECA du 21 octobre dernier. Jean Kueté a profité de cette visite pour déposer une gerbe de fleurs en mémoire des victimes, des milliers de victimes qu'on a dénombrées sur ces lieux devenus aujourd'hui tristement célèbres. Durant le meeting politique qui s'est suivi, le secrétaire général du comité central du RDPC a réitéré aux militants du Parti de la Flamme les idéaux de leur formation politique. C'est donc sur la paix, le rassemblement et non la division et les intrigues. Écoutons à présent ces différentes réactions du secrétaire général du comité central du RDPC et un des militants au micro d'Equinox Télévision. Et sans doute mieux qu'ailleurs, vous êtes des femmes et des hommes d'honneur et de conviction, et qu'on peut le décrypter dans la trajectoire historique de votre département. Je pense qu'à ma connaissance, il faudrait dire la vérité au secrétaire général, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au sein du RDPC. Nous avons beaucoup de problèmes. Des problèmes de troupes. Il y a plusieurs groupes. Les individus s'organisent de gauche à droite pour disqualifier leurs camarades avec des propos de la délation. Il y a beaucoup de délation dans ce parti. L'actualité sportive à présent avant la deuxième partie de ce journal, malgré leur élimination. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Mimi Mefo.
Merci à vous, Nadine Yambutu at Television. So thank you as well for joining us in this second segment of the news. 1 week after the brutal confrontation between security forces and local inhabitants in Ekona, that is in the Moyoka subdivision of the southwest region of the country, calm is still to return to the said locality. Remember the 93-year-old woman in Ekona with the fractured head with images, whose images went viral on social media. Sarah Afa, that is how she is called, survived the fatal incident, and she revealed to our correspondent in the southwest region of the country, Derek Jato, that it almost claimed her life. She told Derek once again that security forces invaded her home that fateful day. Details in the following report. King Michael of Moyoka subdivision returns to Quarter 3B Ekona Moyoka, the host neighborhood of the 93-year-old Mami Sarah Afa, but she is not here. After being brutalized by the security forces and declared dead on the social media, the 93-year-old woman was carried to Moyoka by her grand and great-grandchildren, but the traces left behind by the security forces are still visible on her door. They opened the door, the man shot her foot. The door they locked. They come mash up. The building floor over here. Judging from what she went through, many say the fact that the 93-year-old woman survived the torture was a miracle. You see, this was 2 military people that entered the house, they broke the door with the food. One we hold it, draw it. I see the commotion around, keep going now, knock it with head now, before the house. King Michael continued to Moyoka town, where the grandmother is undergoing treatment. With me here is Mami Sarah Afa. She was hit, following what she told me, by security forces. A gunman here that was declared dead on the social media is alive. Yeah. And this is her, Mami Sarah Afa, just discharged from the hospital. I am here to let the world know that you are still alive, King Michael told her, and to beg for forgiveness and also give you money to assist in your treatment. Happy to have been remembered by King Michael, the 93-year-old woman narrated how her door was broken by security forces. What did happen? So they come back to your door? Any man they do it for the way we want to do, because the whole world knows if Mami don't die. So I said no. I called doctor. Doctor tell me, say no. You become the treaty, you come up. I said okay. I want to take my ICU. So I made the world know say you know I die. Though responding to treatment, the 93-year-old Mami Sarah Afa is now fighting with her old age, the trauma, and the pains inflicted by the security forces. It make you be worried. It come out of the office, we find way to say, see the money way, the ECB with it. It give a token of 50,000 francs for the money for the upkeep. Then I believe and say it be a great thing we don't do. King Michael is the first authority to have gone back to his people after October 1 bloody incident to tell them that he feels their pains and lost. That is the situation in Ekona of Moyoka subdivision in the southwest region of the country. We now talk about 1 day after the United Nations called for an immediate and independent investigations on killings and violence perpetrated in the two English-speaking regions of the country. It was an opportunity as well for the National Episcopal Conference to denounce violence perpetrated in the two English-speaking regions, that is the northwest and the southwest regions of the country. The National Episcopal Conference has equally called for the implementation or the putting in place of effective decentralization in the country. It is contained in a release that was signed and published by the National Episcopal Conference and signed by the president, that is His Lordship Samuel Kleda. It was made public, that was today. In the set release by the National Episcopal Conference, they are equally calling
for the holding of prayer sessions that's going to be on the 14th of October 2017. We now talk about the gathering of the ruling CPDM party that took place in Ezeka of the Nyong-Ankele division of the country was equally an opportunity for militants of the said political party to re-echo the message of Cameroon as a peaceful country that is one and indivisible. The various supporters of the said political party converge on Ezeka, as I earlier indicated. It was during the ceremony that was chaired by the Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kwete. Supporters maintained that Cameroon remains one and indivisible. We now take you to the far north region of the country, the heart of Marwa, that is in the Diamari division of the far north region of the country, to see how pupils are sitting on bare floor to receive their lessons. Over 95% of students and pupils are without benches, whereas the school is the alma mater of several elites in the said locality. Let us take a look at the situation in the following report. Boko Haram, which intensified its attacks in Cameroon since 2013, has been a huge blow on socio-economic and education activities in the far north region of Cameroon. But the atrocities of the Islamic sect is not the lone barrier the academic sector in the region is facing. Classes that were affected in Marwa Central Town and other parts of the Diamari division are going on hitch-free, but the learning condition is an embarrassment to pupils and students. At the government primary school Zokok 1 and 2, pupils sit on bare floor to receive lessons. Some of the pupils who are avoiding the dusty floor use their individual lawn to spread on the ground where they sit to receive their lessons. At the government primary school Kakatare, the learning environment is not any better. Only 4 benches can be seen in the classroom, and a single bench is being occupied by at least 6 pupils. This situation has been going on since the start of the school year, as the headmistress of the government primary school Zokok explains. Teachers are without benches, chairs, no working materials. The schools, which have been existing for more than half a century now, are the alma maters of several elites and some officials of the current regime who have opted to remain silent. Elle est créée en 1957 et je crois que toutes les élites de Marois sont passées par l'école de Zokok. The lone local official who responded positively to the plights of the teachers and the pupils is the mayor for Marwa 2, who distributed 400 benches in 4 public schools in the area. The move to school heads is praiseworthy, though insufficient. Et 100 tables bancs déjà nous permettent déjà de faire asseoir ne serait-ce que le tiers des élèves. Donc nous demandons. The government primary school Zokok is counting 105,000 pupils, and 100 benches cannot be enough to meet the needs of the pupils and facilitate the learning process. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television viewers. So thank you so much for joining us. Nadine Yambo, bonsoir à vous. Bonsoir, Mimi Chmefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.